Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants et étudiantes de troisième semestre, l'essence des études fondamentales, parcours, économie et gestion. Donc, vous avez avec vous Madame Aïcha Zerbet pour le module 5 sur la théorie d'échantillonnage et estimation de troisième semestre. J'ai le plaisir, chers étudiants, de vous informer que mon polycopier sur la théorie d'échantillonnage et estimation est disponible sur mon site pédagogique suivant https://google.com/a/swiss.ac.ma/aisha-zerbet. Si vous avez des questions, chers étudiants, n'hésitez pas de me contacter à mon adresse email suivante a.zerbet@wiz.ac.ma. L'introduction de la théorie d'échantillonnage et estimation est basée sur deux outils qui sont les calculs des probabilités et les lois des variables aléatoires. Et la présentation de ces deux outils était l'objet de programme du deuxième semestre de l'année dernière. Donc, avant de passer à présenter ces théories d'échantillonnage et estimation, premièrement, je vous présente le deuxième type des variables aléatoires. C'est les variables aléatoires continues qu'on n'a pas pu présenter l'année dernière pendant le deuxième semestre. Et dans ce chapitre, on verra des exemples des lois continues qu'on utilise souvent dans les applications. Par exemple, la loi normale. Ensuite, je vous présente dans le deuxième chapitre sur la théorie d'échantillonnage les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour choisir un échantillon dans une population à étudier et comment on détermine la taille minimale de cet échantillon. Donc, dans ce chapitre sur la théorie d'échantillonnage, on verra comment construire ou bien comment choisir les éléments d'un échantillon. On choisit, bien sûr, à partir de la population totale, comment on doit les choisir et combien d'éléments on doit choisir dans cet échantillon. Donc, la méthode pour le choix de cet échantillon et le nombre ou bien la taille de cet échantillon. Ensuite, dans le troisième chapitre sur la théorie d'estimation, on verra comment construire un estimateur. Par exemple, pour effectuer un contrôle de fabrication sur un ensemble des pièces fabriquées par une machine pendant un mois donné, on veut connaître la proportion des pièces défectueuses fabriquées par cette machine. Donc la population totale, c'est l'ensemble des pièces fabriquées par cette machine pendant un mois donné. D'accord? Donc, on s'intéresse à déterminer la proportion, par exemple P, on note cette proportion par P. C'est la proportion des pièces défectueuses parmi l'ensemble total des pièces fabriquées par cette machine. D'accord, défectueuses. Donc, une première méthode consiste à réaliser une étude sur l'ensemble des pièces fabriquées par cette machine. C'est ce qu'on appelle le recensement. Donc, on contrôle chaque pièce fabriquée par cette machine. Donc, après, on calcule le nombre des pièces défectueuses parmi l'ensemble total des pièces. Et la proportion, c'est le nombre des pièces défectueuses sur le nombre total des pièces. Mais lorsque la taille de la population est très élevée,
cette méthode est extrêmement coûteuse. Donc, pour minimiser le coût et le temps consacré à cette étude, il est de préférence d'utiliser la deuxième méthode, c'est la méthode d'échantillonnage ou sondage. En utilisant cette méthode d'échantillonnage, on contrôle seulement une partie qui porte le nom d'un échantillon. Donc, on extrait un échantillon, bien sûr, un échantillon qui représente bien la population totale. On verra comment, dans le deuxième chapitre sur la durée d'échantillonnage, comment choisir cet échantillon. C'est l'objet déjà de ce chapitre. Il doit être représentatif. D'accord? Donc, pour choisir cet échantillon, on utilise cette durée d'échantillonnage. Durée d'échantillonnage. Donc, on verra comment choisir cet échantillon, combien d'éléments, combien la taille de, comment on détermine la taille de cet échantillon. Bien sûr, la taille de l'échantillon, il est très petite par rapport à la taille de la population totale. C'est déjà l'intérêt de cette deuxième méthode sur la durée d'échantillonnage, c'est de minimiser le nombre des pièces à contrôler. Donc, sur cet échantillon, puisque la taille est assez petite, on peut déterminer la proportion des pièces défectueuses sur l'échantillon. On note cette proportion sur l'échantillon par F. Donc, c'est la proportion des pièces défectueuses sur cet échantillon, qui est égal bien sûr à le nombre des pièces défectueuses sur l'échantillon parmi les pièces de cet échantillon. Défectueuses sur le nombre total des pièces de cet échantillon. Et ensuite, pour estimer la proportion des pièces défectueuses sur l'ensemble total des pièces fabriquées par cette machine, on utilise la durée d'estimation. Donc, on estime P c'est la proportion des pièces défectueuses sur la population totale. À partir de cette proportion sur l'échantillon, en utilisant cette durée d'estimation. Donc, on estime P à partir de F en utilisant la théorie d'estimation. On verra comment dans le troisième chapitre. Nous abordons dans cette première vidéo le premier point du premier chapitre sur les variables aléatoires continues en étudiant la fonction de densité d'une variable aléatoire continue. Une variable aléatoire x définie de oméga dans R, il est continu lorsque x de oméga est un intervalle de R, c'est-à-dire que les valeurs possibles du x, c'est un intervalle de R.
Donc, tout simplement, pour le cas continu, j'ai la continuité des valeurs de cette variable aléatoire x. Par exemple, la taille d'un étudiant. Donc, la taille peut varier entre 1 mètre et 2 mètres. Donc, pour la taille, je peux avoir n'importe quelle valeur entre 1 mètre et 2 mètres. Je n'ai pas seulement des valeurs discrètes ou bien des valeurs dénombrables. Par contre, pour le cas de la variable nombre d'enfants par famille, j'ai seulement des valeurs finies ou bien dénombrables. 0 enfant, 1 enfant, 2, 3, jusqu'à la valeur maximale. Je ne peux pas avoir une valeur entre, par exemple, 1 et 2. Je ne peux pas avoir un enfant et demi. Donc, je n'ai pas la continuité des valeurs possibles de cette variable aléatoire qui égale le nombre d'enfants par famille. Par contre, pour le cas continu, je peux avoir n'importe quelle valeur entre déjà deux valeurs de cette variable aléatoire. Par exemple, j'ai 1 mètre et demi et 1 mètre 80. Je peux avoir un étudiant ayant comme taille 1 mètre 60, ou bien 70, ou bien 65. D'accord? Donc, j'ai les valeurs possibles d'une variable continue. C'est un intervalle de R. Donc, ensuite, on passe à définir la fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire continue. C'est une fonction positive définie de R dans R. Donc, elle est positive, quel que soit x appartient à R. Et f, il est intégrable sur tout intervalle de R. Et l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de cette fonction de densité, elle est égale à 1. Intégrable, c'est-à-dire que l'intégrale de cette fonction, il est fini sur tout intervalle de R. Et l'intégrale sur R, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, forcément, il doit être égal à 1 pour que f définit bien une fonction de densité de probabilité. Donc, j'ai une fonction positive définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, soit la courbe de f. D'accord? Donc, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de cette fonction, il est égal tout simplement à la surface entre la courbe de f et l'axe des abscisses de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est l'aire de cette surface. Donc, il fait que l'aire de cette surface qu'il soit égal à 1. Donc, toujours l'intégrale, c'est tout simplement l'aire de la surface entre la courbe de f et l'axe des abscisses entre les deux bornes de cette intégrale. F de x dx est égal à 1. Donc, je peux toujours présenter une intégrale sous forme d'une surface entre la courbe de cette fonction et l'axe des abscisses. Donc, ici, c'est les valeurs du x. Donc, ensuite, je passe à vous présenter le premier exemple d'une fonction de densité. Donc, premier exemple, soit la fonction f1 définie de R dans R. À x, j'associe 1 sur 9 x au carré. Si x appartient à l'intervalle 0,3, intervalle ouvert 0,3, 0 sinon. Est-ce que cette fonction f, est-ce que f définit bien une fonction de densité? Une fonction de densité.
Tout simplement, est-ce que f, cette fonction f1, vérifie les deux conditions d'une fonction de densité. Donc, pour la première condition, est-ce que f il est positif? Donc, déjà, cette fonction f, il est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Moins l'infini 0, 0, 3, ensuite 3 plus l'infini. Donc j'ai ici une fonction déjà définie par morceau, c'est-à-dire que l'expression de cette fonction f1 sur cet intervalle est différente de l'expression de la même fonction sur le deuxième intervalle. Une fonction définie par morceau, tout simplement, c'est une fonction dont l'expression dépend de l'intervalle auquel appartient la variable. D'accord? Donc, sur l'intervalle 0,3, f du x, donc ici c'est la valeur du x, sur cet intervalle 0,3, il est égal à 1 sur 9, d'accord, égal 1 sur 9 x carré, sur l'intervalle moins l'infini 0, égal à 0, sur l'intervalle 3 plus l'infini, 0. Donc, sinon, c'est-à-dire si x n'appartient pas, pardon, x n'appartient pas à cet intervalle 0,3. C'est-à-dire que c'est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 3, avec 3 appartient, réunion, 0, moins l'infini 0, ensuite 3 plus l'infini. D'accord? Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, la valeur de cette fonction f1 égale à 0. Et sur l'intervalle 3 plus l'infini, la valeur de cette fonction, il est égal à 0. Sur l'intervalle 0,3, il est égal à 1 sur 9 x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a? La première condition d'une fonction de densité. La première, elle fait que la fonction soit positive. Est-ce que f1, il est positif? Sur l'intervalle 0,3, il est égal à 1 sur 9x carré. Il est positif. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, il est égal à 0. Donc, il est supérieur et égal à 0. Sur l'intervalle 3 plus l'infini, il est supérieur et égal à 0. Donc, déjà, on a, quel que soit x appartient à R, f du x positif. On passe à la deuxième condition d'une fonction de densité. Est-ce que f1, cette fonction f1, pardon, intégrable, est-ce qu'il est, intégrable? Est-ce que l'intégrale de cette fonction, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, est-ce qu'il est égal à 1? Donc, pour cette raison-là, on doit calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de cette fonction f1 du x dx. Donc, il est égal à quoi? Donc, toujours pour le cas d'une fonction définie par morceaux, c'est plus simple de calculer cette intégrale à l'intégrale de cette fonction en fonction de la somme des intégrales de moins l'infini 0 plus 0, 3, ensuite 3 plus l'infini. Donc, je présente l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini sous la forme de la réunion des trois intervalles moins l'infini 0, 0, 3, 3 plus l'infini. Donc, l'intégrale, il est égal tout simplement à l'intégrale de moins l'infini 0 plus l'intégrale de 0, 3 plus 3 plus l'infini. Déjà, l'intégrale, c'est une surface, c'est l'aire de la surface entre f, d'accord, c'est l'aire de la surface entre f et l'axe des abscisses, pardon. Donc, c'est l'aire de la surface entre moins l'infini 0, plus l'aire de la surface entre 0 et 3, plus l'aire de la surface entre 3 et plus l'infini. Donc, f1 du x dx, f1 du x dx
f1 du x dx. Ensuite, f1 du x dx sur l'intervalle moins l'infini 0, il est égal à combien? F du x, il est égal à combien sur l'intervalle moins l'infini 0? Il est égal à 0. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de 0 dx. Sur l'intervalle 0,3, f du x, il est égal à combien? Sur l'intervalle 0,3, f1 du x, l'expression de f1 sur cet intervalle, il est égal à 1 sur 9 x au carré dx. Donc, la variable ici, c'est x. Ensuite, sur l'intervalle 3 plus l'infini, f1 du x égale à 0, donc c'est l'intégrale de 0 dx qui est égal. Donc le premier intégral, il est égal à 0, c'est une constante entre deux bornes, si la constante au moins la même constante, donc c'est 0. Ensuite, 1 sur 9, donc je peux faire sortir la constante de cette intégrale. 1 sur 9, c'est une constante, elle ne dépend pas du x. Donc, c'est 1 sur 9, l'intégrale de 0 jusqu'à 3, x au carré dx, plus l'intégrale de 0, donc c'est une constante entre deux bornes, si cette constante moins la même constante, donc elle est égale à 0. Donc, elle reste à calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 3 de x au carré. Donc, cette intégrale est égale à combien? Donc, dans le cas général, l'intégrale de x à la puissance n, quel que soit n, un nombre entier, il est égal à combien? C'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc, pour n égale à 2, la primitive de cette fonction x au carré, c'est x à la puissance 3 sur 3. Donc, j'ai la constante 1 sur 9. Ensuite, l'intégrale du x au carré, c'est x à la puissance 3 sur 3. Entre les deux bornes, 0, 3. Donc, elle égale 1 sur 9. Après, je remplace x par la borne supérieure. Donc, c'est 3. Donc, c'est 3 à la puissance 3 sur 3, moins, après je remplace x par la borne inférieure, c'est 0, si x égale à 0, c'est 0 à la puissance 3 sur 3. Donc finalement, si 3 à la puissance 3, c'est 27, sur 3 fois 1 sur 9, c'est 27 sur 27, donc il est égal à 1. Donc finalement, on trouve que cette intégrale, il est égal à 1. Donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de cette fonction f1, elle est égale à 1. Donc elle est intégrable. Et l'intégrale sur R, il est égal à 1. Donc f1 définit bien une fonction de densité. Donc on conclut que cette fonction f1 définit bien une fonction de densité. Deuxième exemple. Soit une deuxième fonction f2 définie de R dans R. À x, j'associe moins x carré si x appartient à l'intervalle moins 1, 0. D'accord? Ouvert, intervalle ouvert, 0 sinon.
Donc, est-ce que, la même question, est-ce que cette fonction f2 définit bien une fonction de non-cité? Est-ce que f2 définit une fonction de non-cité? Donc, on va essayer de voir si cette fonction f2 vérifie la, f2 vérifie la première condition d'une fonction de non-cité, c'est-à-dire est-ce que f2 il est positif. Donc, si x appartient, donc de même j'ai une fonction définie par morceau, donc il est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x c'est les valeurs de x. Ensuite, les valeurs de f de x, il est défini de moins l'infini moins 1. Ensuite, c'est moins 1, 0. 0 plus l'infini. Sinon, c'est-à-dire si x n'appartient pas à cet intervalle moins l'infini 0. Donc, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, réunion 0 plus l'infini. Si x n'appartient pas à cet intervalle, donc forcément x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 et 0 plus l'infini. Donc, la valeur de f du x, sur cet intervalle, c'est 0. Et sur l'intervalle moins 1, 0, c'est moins x carré. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est égal à 0. Donc, ici, c'est les valeurs de f du x. Donc, j'ai une fonction définie par morceau. Donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini et moins 1, f du x, il est égal à 0. Donc, il est positif. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est pareil, il est égal à 0, donc il est positif. Donc, sur l'intervalle moins 1, 0. Si x appartient à moins 1, 0, x carré, donc x il est négatif, entre moins 1, 0. Donc, le carré, il est positif, moins une valeur positive, donc il est négatif. Donc, finalement, sur l'intervalle moins 1, 0, f du x, il est négatif. Donc, f ne définit pas une fonction de densité. Donc, j'ai sur l'intervalle, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1, 0. f de x, c'est la deuxième fonction, il est négatif. Alors, il est inférieur à 0. Alors, f2 ne définit pas une fonction de densité. Donc, ensuite, on passe au troisième exemple. Donc, soit f3, une fonction définie de R dans R. À x, j'associe 1 sur 9 x carré. Si x est supérieur strictement à 0, donc sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et f3 du x est égal à 0, sinon. Donc c'est la même question. Est-ce que cette fonction f3 définit une fonction de densité? Donc, est-ce que cette fonction vérifie les deux conditions d'une fonction de densité? Est-ce qu'elle est positive? Ensuite, est-ce qu'elle est intégrable? Et l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, est-ce qu'elle est égale à 1? Donc, pour la première condition, donc toujours j'ai une fonction définie par morceau. Donc, elle est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est les valeurs de x. Ensuite, f du x. Donc, je dois diviser cet intervalle moins l'infini plus l'infini. Combien d'intervalles? Donc, j'ai ici seulement deux intervalles. Moins l'infini, 0. Ensuite, 0 plus l'infini. Sinon, donc ici, ça signifie que x appartient à ce équivalent. Dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini.
Donc sinon, c'est-à-dire si que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, avec 0 appartient. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, la valeur de f de x est égale à 0. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la valeur de f3 du x il est égal 1 sur 9 x au carré. Donc, est-ce que f3, est-ce qu'il est positif? Sur l'intervalle moins l'infini 0, f3 du x égale à 0, donc il est positif. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, x il est positif, x au carré il est positif, le carré est une valeur positive, il est positif, fois 1 sur 9 qui est positif, donc il est positif. Donc finalement, quel que soit x appartient à R, sur les deux intervalles, j'ai f3, l'expression de f3 du x, il est positif. Donc quel que soit x appartient à R, j'ai f3 du x, il est positif. Donc après, on passe à voir si f3 vérifie bien la deuxième condition des fonctions de densité. Est-ce que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de cette fonction f3, est-ce qu'il est égal à 1? Pour ces raisons-là, on doit calculer cette intégrale. Moins l'infini jusqu'à plus l'infini, f3 du x dx. Donc ici, je divise l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini à deux intervalles. Donc j'ai deux intervalles de cette fonction définie par morceau. C'est l'intervalle de moins l'infini. Le premier intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à 0. D'accord? 3 x dx. Ensuite, 0 plus l'infini de f3 du x dx. D'accord? Donc, l'intégrale de cette fonction, la valeur de cette fonction déjà sur l'intervalle moins l'infini 0, il est égal à 0. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de 0 dx. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, f3 du x, il est égal à combien? Il est égal à 1 sur 9 x au carré dx. Donc, le premier intégral, il est égal à 0. Et le deuxième intégral, il est égal à 1 sur 9, l'intégrale de x au carré. D'accord? Donc l'intégrale de x au carré, il est égal à combien? Donc c'est 1 sur 9. X au carré, c'est x à la puissance 2 plus 1, donc c'est 3 sur 3, entre les deux bornes 0 plus l'infini. Donc finalement, c'est 1 sur 9. Après, je remplace x par les deux bornes de cette intégrale. Donc ensuite, je remplace x par plus l'infini, c'est-à-dire c'est la limite du x à la puissance 3, c'est 3. C'est x, tend vers plus l'infini. C'est la limite du x à la puissance 3 sur 3, si x tend vers plus l'infini. D'accord? Pour la première borne, pour la borne supérieure, moins la valeur de cette fonction pour x égale à la borne inférieure. Donc, la borne inférieure, c'est 0. Donc, je remplace x par 0. Donc, moins 0 à la puissance 3 sur 3. Donc, finalement, il est égal à combien? Donc, si la limite de x à la puissance 3, si x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Soit une constante positive, donc c'est plus l'infini fois 1 sur 9, c'est plus l'infini. Donc moins 0, c'est plus l'infini. Donc finalement, cette intégrale, il est égal à plus l'infini. Il n'est pas égal à 1. Donc déjà, cette fonction, il n'est pas intégrable. L'intégrale de cette fonction, il n'est pas finie. Donc, cette fonction ne définit pas une fonction de densité. D'accord? Donc f3 ne définit pas une fonction de densité.
Donc ensuite, on passe à définir une variable aléatoire continue par sa fonction de densité. Donc soit x est une variable aléatoire continue et f est une fonction de densité de probabilité. C'est-à-dire que f vérifie les deux conditions d'une fonction de densité de probabilité, c'est-à-dire que f il est positif, il est intégrable sur tout intervalle de R et l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de cette fonction f il est égal à 1. Donc on dit alors que f est la fonction de densité de cette variable aléatoire si quel que soit AB un intervalle ouvert de R, la probabilité que x prend une valeur dans cet intervalle AB est égale tout simplement à l'intégrale de cette fonction de densité dans cet intervalle AB. Donc l'aire de la surface sous la courbe de f et l'axe des abscisses entre A et B, qui est égal à cette intégrale, est égal tout simplement à la probabilité pour que x prend une valeur dans cet intervalle AB. Donc je définis ma variable aléatoire par une fonction de densité. Après, je passe au calcul des probabilités en utilisant cette fonction de densité. On verra comment dans la suite. Donc, exemple, soit f est fini de R dans R, doit garder la même fonction f1. À x, j'associe 1 sur 9 x au carré. Si x appartient à l'intervalle 0,3, 0 sinon. Donc c'est 1 sur 9. 0 sinon. D'accord. Donc soit la fonction de densité de la variable aléatoire x. De la variable aléatoire continue grand X. Calculer la probabilité, pour la première question, la probabilité par exemple du X appartient à l'intervalle de 3. Donc bien sûr ici on choisit seulement des intervalles ouverts. On verra pour les cas fermés ou bien ceux fermés comment calculer cette probabilité. Ensuite, calculer la valeur de la probabilité du X supérieur à 2. Ensuite, calculer la probabilité pour que X soit inférieur à 3. Donc, bien sûr, on va essayer de calculer différentes probabilités en utilisant cette fonction de densité de cette variable aléatoire. En utilisant la définition de la fonction de densité d'une variable aléatoire x. Donc, toujours la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle ouvert AB, c'est l'intégrale de la fonction de densité sur l'intervalle AB. Donc, P du x appartient à l'intervalle de 3, c'est-à-dire que x supérieur à 2 inférieur à 3. Donc, x appartient à l'intervalle ouvert. C'est la probabilité que x appartient à l'intervalle de 3. Donc, cette probabilité est égale tout simplement à l'intégrale sur cet intervalle de la fonction de densité. De 2 jusqu'à 3 de la fonction de densité f du x de x. Après, je passe au calcul de cette intégrale. Donc, de même pour la deuxième question. Donc, si la probabilité P du x supérieur strictement à 2, si P du x appartient à quel intervalle? Supérieur à 2. C'est l'intervalle 2 plus l'infini. D'accord?
Donc, c'est l'intégrale de la fonction de densité de cette variable aléatoire sur l'intervalle 2 plus l'infini. Après, je calcule cette intégrale. D'accord, donc ici, j'essaie seulement d'exprimer les différentes probabilités de fonction de la fonction de densité de cette variable aléatoire. Donc ensuite, et après, on passe au calcul des différentes intégrales. Donc pour la troisième question, la probabilité de x inférieure strictement à 3 est égale à quoi? C'est la probabilité pour que x appartient à quel intervalle? X inférieur strictement à 3. Donc il est à gauche de 3. Donc il appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Donc je dois calculer l'intégrale à cette probabilité. Il est égal à l'intégrale de la fonction de densité de cette variable aléatoire sur quel intervalle? L'intervalle des valeurs de cette variable aléatoire, c'est moins l'infini 3. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 3 de la fonction de densité. Après je passe au calcul de cette intégrale pour déterminer cette probabilité. Donc tout simplement on utilise cette fonction de densité. En calculant l'intégrale de cette fonction, on déduit la valeur de la probabilité du x prend une valeur de n'importe quel intervalle. Donc ici seulement au vert de R. Donc après on passe au calcul des différentes probabilités. Donc pour la première question, j'ai la probabilité du x entre 2 et 3 égale à l'intégrale de 2 jusqu'à 3 de f de x dx. Donc déjà la fonction elle est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. De moins l'infini, l'infini 0, 0, 3. Donc moins l'infini 0, 0, 3, ensuite 3 plus l'infini. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction f de x il est égal à 0. Sur 0, 3 il est égal à 1 sur 9 sur cet intervalle. Sur 9x carré. Ensuite, il est égal à 0 sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc ici, c'est les valeurs de x, bien sûr. Donc, c'est x. Ok, donc l'intégrale de 2 jusqu'à 3. Donc cet intervalle de 3 appartient à l'intervalle de définition de cette fonction f. De 3, 2, il est entre 0 et 3. D'accord? Donc 1 et 2. Donc j'ai 2. D'accord, donc l'expression de cette fonction de densité sur l'intervalle de 3, il est égal à quoi? Il est égal de jusqu'à 3, c'est 1 sur 9 x carré. Donc j'utilise l'expression de f sur cet intervalle de 3. Donc 2, 3, il est inclus dans l'intervalle 0, 3. Donc c'est l'expression de f dans l'intervalle 0, 3. Donc c'est 1 sur 9 x carré. Et j'ai déjà calculé l'intégrale de x carré. Donc c'est 1 sur 9, l'intégrale de x carré, pardon, de 2 jusqu'à 3 dx qui est égal à 1 sur 9. L'intégrale de x carré, c'est x à la puissance 3 sur 3, entre les deux bornes de 3. Donc, c'est 1 sur 9. Après, je remplace x par la borne supérieure, donc 3 à la puissance 3 sur 3, moins la borne inférieure. Donc, la borne inférieure, c'est 2. Je remplace x par 2, donc 2 à la puissance 3 sur 3. Donc, il est égal à combien? 1 sur 9. 3 à la puissance 3, c'est 27 sur 3. Moins 2 à la puissance 3, 2 fois 2, c'est 4 fois 2, c'est 8 sur 3. Donc, finalement, on trouve qu'il est égal à 19 sur 27. Donc, la probabilité que x appartient à l'intervalle de 3 est égale à 19 sur 27. La deuxième probabilité, c'est P de x supérieur à 2. Il est égal à l'intégrale de 2 jusqu'à plus l'infini de f de x dx. Il est égal à combien? 2 jusqu'à plus l'infini.
Donc, pour cet intervalle de plus jusqu'à plus l'infini, j'ai pas la même expression de f. Donc, je dois diviser cet intervalle à deux intervalles. J'ai le premier intervalle, c'est 2, 3. Et la valeur de la fonction de densité f, il est égal à 1 sur 9 x carré sur cet intervalle de 3. Soit sur l'intervalle 3 plus l'infini, il est égal à 0. Donc, je dois exprimer cet intégral. Je n'ai pas la même expression sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, je dois diviser cet intégral sous la forme de la somme des deux intégrales 2, 3. Ensuite, 3 plus l'infini. Donc, sur l'intervalle de 3, f du x, il est égal à 1 sur 9 x carré dx. Et sur l'intervalle 3 plus l'infini, f du x est égal à 0. Donc, finalement, donc, le deuxième intégral il est égal à 0. Donc, il reste seulement le premier. De même, c'est 1 sur 9. Et c'est toujours la même fonction x au carré. Donc, c'est x à la puissance 3 sur 3 entre 2 et 3. D'accord? Il est égal. On a déjà calculé cet intégral. Donc, il est égal à 19 sur 27. Pour la troisième probabilité, c'est P du x inférieur à 3. Donc, il est égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 3 de f du x dx qui est égal donc de moins l'infini jusqu'à 3. D'accord? Donc, ici, je n'ai pas la même expression de f sur cet intervalle. Donc, je dois diviser cet intégral sous la forme de la somme des deux intégrales moins l'infini 0. Et f est égal à 0. Et ensuite, 0, 3 et f égale 1 sur 9 x au carré. Donc, c'est moins l'infini 0 plus 0, 3. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, f du x égale à 0. Sur l'intervalle 0, 3, f du x égale à 1 sur 9 x au carré dx. Donc, ensuite, le premier intégral est égal à 0. Le deuxième, c'est 1 sur 9 x à la puissance 3 sur 3 entre les deux bornes 0, 3. Qui égale 1 sur 9 et je calcule la valeur de x3 sur 3 pour x égale à 3 pour x égale à 0. D'accord? Donc c'est 3 à la puissance 3 sur 3 moins 0 à la puissance 3 sur 3. Donc finalement il est égal à 27 sur 3 moins 0. C'est 27 sur 3 fois 1 sur 9. Donc c'est 27 sur 27. Donc il est égal à 1. Donc la probabilité pour que x prend une valeur qui est inférieure strictement à 3, il est égal à 1. Donc après on passe à présenter différentes propriétés d'une fonction de densité, Pardon, c'est les propriétés déjà, pas de la fonction de densité, mais d'une probabilité pour une variable aléatoire continue. Donc, la première propriété, c'est la suivante. Quel que soit x appartient à x de oméga. Toujours oméga, c'est l'ensemble fondamental, c'est l'ensemble des résultats possibles. D'accord? La probabilité pour que x prend une valeur x, il est toujours égal à 0. X est une variable aléatoire continue. Donc, la probabilité que cette variable aléatoire continue prend une valeur discrète ou bien une valeur finie, il est toujours égal à 0. D'accord? Par exemple, P de x égale à 2. Quel que soit x une variable aléatoire continue, pour que x égale à une valeur finie, il est toujours égal à 0. P de x égale à 1000. Égale à combien? 0. P de x égale à une valeur négative. Moins 100, par exemple 0, ainsi de suite. Donc, la probabilité de x égale, elle est toujours égale à 0, quelle que soit cette valeur petit x. Donc, la probabilité pour une variable aléatoire continue, il est différent de 0 seulement pour x appartient à un intervalle. Pour les valeurs finies, c'est 0.
La deuxième propriété est la suivante. La probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle fermé à b, O égale à A, O égale à B, il est égal à la probabilité que x, que cette variable aléatoire continue x prend une valeur dans l'intervalle semé fermé à gauche, O égale à A strictement inférieur à B, il est égal à la probabilité que x appartient à l'intervalle ouvert à B, qui est égal à partir de la définition d'une variable aléatoire x par sa fonction de densité, il est égal à l'intégrale de cette fonction de densité de A jusqu'à B. Donc, pour le cas continu, pour le cas d'une variable aléatoire continue, on ne fait pas la différence entre les intervalles fermés, que x prend une valeur dans un intervalle fermé ou semi-fermé ou ouvert, c'est la même probabilité. Donc je peux prendre des intervalles fermés ou bien semi-fermés à droite ou bien à gauche ou bien ouvert. La probabilité que x prend une valeur dans cet intervalle, elle est égale toujours à l'intégrale de cette fonction de densité entre les deux bornes de cet intervalle. Pourquoi? Car déjà ici, quelle est la différence entre p du x supérieur strictement à inférieur à b et p du x supérieur, pardon, ici c'est O égale à A inférieur strictement à B. Ensuite ici c'est x supérieur strictement à A inférieur à B. Donc la probabilité du x supérieur égal à A inférieur à B est égale à la cofonction du x supérieur strictement à A inférieur égal à B. Donc il est égal, pardon, il est égal à la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle ouvert à B plus, donc il suffit d'ajouter la probabilité du x égale à 1. Donc l'intervalle semé fermé à B égale à l'intervalle ouvert à B réunion A. Donc cette probabilité égale à la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle ouvert à B plus P du x égale à 1. P du x égale à 1, elle est toujours égale à 0. D'accord? Donc cette probabilité est égale à tout simplement la probabilité d'intervalle ouvert. De même ici, P de A, P du x appartient à l'intervalle fermé à B, O égale à A, O égale à B, égale à la probabilité que x supérieur égal à vers strictement à B, plus la probabilité de quoi? Donc il suffit ici, il reste seulement la valeur x égale à B, d'accord? Et x, la probabilité du x égale à B, il est égal à 0, d'accord? Donc finalement, il est égal à P du x supérieur égal à 1 inférieur strictement à B. Donc puisque P du x égale à n'importe quelle valeur, il est toujours égal à 0. Donc la probabilité que x prend une valeur dans un intervalle fermé, elle est égale à B, elle est égale à la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle semi-fermé à B, elle est égale à la probabilité que x prend une valeur dans un intervalle ouvert à B, qui est égale à l'intégrale, ou bien à l'aire de la surface entre la fonction de f et l'axe des abscisses, entre A et B, qui est égale à l'intégrale de cette fonction de densité f de A jusqu'à B. Après, on passe à présenter l'exemple 5. Donc, on garde la même variable aléatoire définie par la même fonction de densité f suivante. D'accord, entre 0,3 et 0,6. Donc, de l'exemple précédent. D'accord? Donc, soit f, pardon, et la fonction de densité de la variable aléatoire x, la fonction de densité de x.
Ok. Donc, calculer la probabilité de x à partir d'un intervalle de 3. Ou bien P du x appartient, je peux prendre n'importe quel intervalle, supérieur strictement à 1, inférieur ou égal à 4. Donc la première question, calculer les différentes probabilités. D'accord? Ensuite, d'accord, P du x supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, cette probabilité du x appartient à un intervalle fermé de 3 égale tout simplement à la probabilité de x appartient à un intervalle ouvert de 3 qui est égal à l'intégrale de 2 jusqu'à 3 f du x dx. Après, je passe au calcul de cette intégrale. Donc, de même pour les autres probabilités, à chaque fois, si l'intégrale de la fonction de densité de cette variable aléatoire sur les bornes de cette intégrale, quels que soient les intervalles fermés ou bien ouverts ou bien semi-fermés ou bien semi à droite ou bien à gauche. Après, je passe au calcul de cette intégrale. Donc, de même, ici, x supérieur ou égal à 2. Donc, c'est l'intervalle 2 plus l'infini de la fonction de densité f. Après, je calcule la valeur de cette intégrale. Donc, lorsque je définis une variable aléatoire continue par sa fonction de densité, je peux après passer au calcul de la probabilité de n'importe quel intervalle de R ouvert, fermé ou bien semi-fermé de R. Je peux utiliser cette fonction pour déduire cette probabilité.